La première direction, c'est la République démocratique du Congo. On va parler de la découverte de fausses communes en Ituri. Et puis Guinée-Conakry, procès du 28 septembre, Moussa Dadis Camara répète sa théorie de complot. Nous allons également parler de la France, plus d'1 million de manifestants pour les retraites selon la police. Et puis on termine comme d'usage par le Togo, une conférence internationale sur le terrorisme ouverte à Lomé. Nos invités sont en place pour ce numéro. Luc Kamako, il est analyste politique. Nous avons également Dominique Lacmon, analyste politique, et Ashraf Ourosama, juriste de formation, homme politique du PDP. Bonjour chers amis, vous allez bien Ashraf? Non, je me porte très bien. Bonjour Monsieur Michel, bonjour à mes collègues ici présents. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin. Je crois que c'est un sacerdoce. Lorsque la télévision New World nous fait appel, nous répondons promptement présents parce que nous estimons c'est qu'à travers nos analyses, en vertu de la liberté d'expression que nous bénéficions, parce qu'au-delà de tout, il faut quand même reconnaître que c'est en vertu de la liberté d'expression que nous nous prononçons ici. Et donc, c'est toujours bien de nous prononcer sur un certain nombre de choses. Et donc, j'aimerais quand même revenir sur un ouvrage que j'ai lu la semaine dernière, L'urgence africaine de Kako Nubuko, où on essaie vraiment de déconstruire un certain nombre de complexes qui animent les Africains. Et je crois que ce sont des débats qui animent les débats, disons, au quotidien. Et c'est très important de trouver des mesures urgentes à tout ce qui nous anime. Parce que quand on parle du sous-développement, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Donc, je crois que les solutions ou les recommandations du professeur Kako Nubuko peuvent être opérationnalisées au Togo et ailleurs pour que l'Afrique vraiment puisse sortir de sa situation désastreuse dans laquelle il est aujourd'hui. Luc Kamako, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. C'est vrai que le débat n'est pas. Merci. On essaie de prendre la vie du bon côté. Le débat n'est pas là, mais il a parlé de liberté d'expression. Ouais. Je dirais une liberté d'expression en pointillé, parce que vous me voyez ici tout le temps changer de titre. Tantôt, c'est rédacteur en chef et pour analyse politique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pour ça que je parle de liberté d'expression en pointillé. Vous parlez, mais après, vous allez vous justifier, quoi. Donc, non, voilà. Le jeu de tranchant. La réponse du grand frère Dominique, vous allez bien? Dominique Lacmon, analyste politique. Je vais bien. Je vais saluer aussi à Luc, lui, et mon jeune frère de PDP. C'est pour dire que non. Mais on dit qu'il y a liberté d'expression, quand même aussi, ça, il faut respecter. Il faut avoir des limites. Il y a aussi des limites. Et quand les jeunes veulent dépasser. Quand on dit la liberté, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ouais. Donc il ne faut pas, parce qu'on a dit liberté d'expression, qui va être aussi une manière de non, je crois que c'est important aussi de réaffirmer la disposition constitutionnelle qui le dit. La liberté d'expression s'exerce dans le cadre des lois et règlements. Voilà, et quand je le dis, je n'ai pas une vision idyllique de la liberté d'expression. Je sais très bien qu'il y a un certain nombre de contraintes, mais c'est des acquis. C'est des acquis. Il appartient à la corporation. Je vais parler du journalisme, un certain nombre de corporations. Je crois que c'est un combat du quotidien. Rien n'est parfait, mais si nous faisons cette émission, c'est en vertu de la liberté d'expression. Bien sûr. Sauf qu'on ne peut pas tout dire ici. Non, mais il ne faut pas peut-être dans les thèmes aussi, on verra cette liberté d'expression. Voilà. J'aimerais que mon frère, lui, puisse... ce n'est pas parce que peut-être on l'a recadré, peut-être qu'il trouve que... On lui fait d'ailleurs de bonnes choses. De tenir en compte et pour que ça ne lui décourage pas. C'est une manière de grandir et puis voilà, respecter certains principes. Dans toute matière, il y a aussi la déontologie du domaine. Il est très jeune, donc on voilà. D'accord. Là, on commence par la rubrique. Faire l'apologie de l'autocensure. Je ne crois pas que mon frère, lui, est dans cette logique-là. Et je crois qu'avec la liberté d'esprit qu'il dispose, il aura l'occasion de se prononcer sur tous les sujets. Justement, d'ailleurs, on va parler de la République démocratique du Congo, nouvel épisode de violence dans l'est du pays. La MONUSCO a annoncé avoir découvert des fosses communes avec près de 50 corps.
Cette découverte a eu lieu dans la province de l'Ituri, dans une zone à la frontière ougandaise où ont lieu des attaques répétées des groupes armés. La semaine dernière, d'ailleurs, plusieurs dizaines de civils ont été tués lors d'attaques menées par les milices communautaires. Louis Kamako, qu'est-ce qui peut expliquer ces tueries répétées dans la zone de l'Ituri, en République démocratique du Congo? Bon, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il faut juste rapidement dire que c'est un regain de tension, c'est un regain de conflit dans cette zone-là qui, depuis longtemps, est jugée comme une zone à risque, hein, parce que depuis 1999, il y a cette tension-là qui existe entre les communautés Lendou et les communautés Léman qui disputent, en fait, qui font une guerre religieuse, une guerre ethnique. Donc, la guerre a démarré, ou bien les conflits ont démarré en 1999, avant que l'ONU ou bien l'Union européenne intervienne en 2007. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu de l'alchimie, mais sauf que ces derniers temps, il y a un enseignant qui appartient justement à la communauté Lendou qui a été tué. Et donc, son assassinat ou bien la communauté aimant qui incarne un groupe de milices appelé Kodego, qui justement veut revendiquer son assassinat. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu ce regain de tension, il y a eu des massacres, il y a eu des actions dans cette zone-là. C'est ce qui explique en réalité ces conflits dans cette zone-là. Mais ce qui se passe en réalité au Congo en général, c'est que quand vous êtes dans un pays où la majeure partie du territoire échappe au contrôle de l'État, c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça, à chaque fois que ces sujets-là viennent au débat, moi je les appelle des sujets passe-partout, parce que c'est idem pour presque tous les pays où le chaos règne, où l'État justement a abandonné. Donc je crois que la situation là-bas dure et à un moment donné, il faut agir. Il faut agir aujourd'hui, c'est de sortir de ce déficit de communication et de ce manque de diplomatie. Et cette volonté-là, ou bien cette absence ou bien ce qu'on peut appeler non-assistant d'un peuple en danger. Je le dis parce qu'aujourd'hui, l'État ne communique pas tellement sur ces conflits. Il n'y a pas des couloirs diplomatiques qui sont explorés justement pour mettre fin à ce conflit. Et au même moment, on voit des pays frontaliers, des pays voisins qui ne se démènent pas justement pour sortir le Congo de ce chaos. Donc à un moment donné, il va falloir que on soit unanime et on regarde le conflit congolais avec un œil humanitaire pour mettre fin aux attaques répétées dans cette zone-là. Achraf Orosama, il a parlé de contrôle de l'État. On ne voit pas l'État dans des provinces là-bas en République démocratique du Congo. Même la MONUSCO, c'est elle qui a découvert les fosses communes. On sent véritablement que ce contrôle échappe également à la MONUSCO. Elle vient constater après les dégâts. C'est quand même triste pour ce pays, la République démocratique du Congo. Oui, mais quand on parle de la République démocratique du Congo, forcément, la gestion même de ce pays suscite vraiment des interrogations. Depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Congo, la RDC n'a connu que des périodes d'instabilité politique, conflits communautaires, religieux, et j'en passe. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut mener des réflexions sur la condition étatique même congolaise. Est-ce que le Congo aujourd'hui répond aux critères d'un État? Parce qu'un État se doit quand même d'exercer ce qu'on appelle le monopole de la violence, sur l'ensemble du territoire. Et l'intégrité du territoire doit être préservée. Et l'État a l'obligation de protéger toutes les populations, sans exception. Sans exception. Aujourd'hui, on a des zones de non-droit. Il y a plein de zones de non-droit au Congo, où vous avez des milices qui ont substitué maintenant l'armée régulière, qui émettent des revendications de toutes sortes, qui terrorisent les populations. Donc, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a failli. L'État congolais aujourd'hui a failli. Peu importe le président de la République, je crois que c'est le même constat, c'est le même diagnostic, c'est le même bilan à la fin. Quand on prend Mobutu, quand vous prenez Laurent Désiré Kabila, quand vous prenez Kabila fils, quand vous prenez Tshisekedi, aujourd'hui c'est toujours les mêmes problèmes. Et à chaque fois on nous fait des promesses électorales, tout président vient avec un discours de fermeté que je mettrai fin
à l'insécurité grandissante au Congo. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut pour moi une assise nationale. Parce que c'est vrai, et puis il y a une compétition électorale, il y a une compétition politique entre les partis politiques, mais je crois qu'il y a des leaders aujourd'hui qui peuvent faire le diagnostic et proposer des solutions. C'est vrai, vous avez tout de suite énoncé la défense de la MINUSCO, mais quoi qu'on dise, parce que j'entends les récriminations des Africains à chaque fois qui critiquent de manière viscérale les missions des Nations Unies au Congo en disant qu'ils ne font pas preuve d'efficacité, qu'ils ont du mal à trouver des résultats tangibles sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont découvert ce charnier-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut que prendre acte de ce qui est fait. Maintenant, l'après, je crois qu'il faut diligenter les enquêtes. Et je crois que les organisations de la société civile aujourd'hui recommandent une commission mixte, c'est-à-dire des autorités. On peut prendre des autorités déconcentrées, des préfets, un certain nombre de ministres et des organisations, des acteurs de la société civile pour essayer maintenant de diligenter des enquêtes et traduire les présumés coupables en prison. Donc, ce qui veut dire que le problème du Congo, c'est quoi? C'est aussi la culture de l'impunité. Parce que vous avez des gens qui sont identifiés clairement, qui sont même qualifiés de chefs de guerre, qui terrorisent les populations au quotidien, mais qui ne sont jamais traduits en justice. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine complaisance ou une certaine impuissance avérée de l'État congolais. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et faut-il aujourd'hui déclencher les mécanismes sous-régionaux de sécurité collective, c'est-à-dire l'espace d'intégration doit faire l'effort aujourd'hui de créer une force multinationale pour opérer sur le territoire congolais. C'est peut-être une solution. Quand on sait très bien qu'il y a la MINUSCO et l'armée républicaine ou nationale. Donc moi, je suis extrêmement désolé. Je crois que Tshisekedi s'en sort vraiment fragilisé parce qu'on ne fait que compter des morts. Je ne sais pas ce que l'avenir nous prédit. Alors, donc je crois qu'il faut prendre vraiment des mesures urgentes pour mettre fin à l'insécurité grandissante au Congo. C'est désolant. Dominique Lacmon, l'État a véritablement failli. Comme on l'a dit, la MONUSCO aussi vient constater après, les violences, elles sont toujours là dans tous les coins, si on peut le dire, de la République démocratique du Congo. Alors, quelle solution trouver à tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays? Oui, je suis parfaitement d'accord avec les analyses de mes deux frères ici. Mais je dirais que l'État congolais, l'État a failli à son rôle. Oui, mais c'est là-bas je suis un peu... L'État n'a pas failli? Non, je sais, l'État a sa responsabilité, mais vous n'êtes pas sans savoir que la RD Congo, c'est un pays continent qui regorge beaucoup de ressources minières qui sont convoitées par les autres de l'extérieur, les pays limitrophes et puis les puissances étrangères. Maintenant, ce qui se passe en RDC là-bas, si ce n'était que c'est la faillite de l'État, je pense qu'au moins quelqu'un pourrait quand même trouver la solution. Au moins une approche de solution, surtout depuis ses présidents. Mais même si nous, à voir l'histoire de la RDC, on pensait que c'est la famille Kabila qui était le problème, le centre, qui était au centre du problème de la RDC. Mais finalement, si Tshisekedi est venu et le problème persiste, ça veut dire que le problème n'est pas en partie congolais. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est quelque part qui tire le profit de tout ce qui se passe en RD Congo, et ces personnes ne sont pas prêtes à lâcher. Donc c'est vraiment que cette solution qu'on cherche pour que la paix puisse régner au niveau du Congo, c'est que cette solution doit être après tout nationale, internationale, et pour que tout le monde puisse avoir, pour que tout le Congo puisse retrouver sa paix. Concernant la mission des Nations Unies, et puis qui retrouve maintenant, qui découvre maintenant, voilà, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que cette mission, ces missions dans différents pays, en réalité, si nous cherchons à comprendre, on n'arrive pas véritablement à cerner quelle est l'efficacité, c'est quoi la mission de ces forces étrangères. Et c'est ce qui irrite des fois les populations. Voilà, ils ont quand même un agenda assez clair. Notre pays, mais un agenda. Mais vous n'êtes pas, les forces étaient, par exemple, on peut parler du Mali et des autres pays qui ont connu de la stabilité, mais en présence de ces forces. Est-ce que
c'est la mission qui leur a été assignée qu'il faut revoir ou bien comment sinon. C'est vrai qu'il y a des carences, mais voilà. tout. Donc tout il faut vraiment qu'on revoie ça, mais ce qu'il faut une volonté politique nationale et internationale autour du Congo pour qu'on puisse arriver à trouver la paix dans ce pays-là. Et ce qui se passe dans ce parti, l'est du Congo, où entre les Indou et les Léman, d'autres sont agricoles et aussi, les autres sont quand même éleveurs. Vous savez, ça se passe aussi dans notre pays ici, entre agricoles, les agriculteurs et les éleveurs, qui parfois, c'est la cohabitation. C'est partout en Afrique, vous voulez dire. Oui, c'est pour dire que c'est partout en Afrique, la cohabitation n'est pas sincère. Donc il va falloir que l'État congolais s'imprègne de cette question pour que désormais on ne puisse pas avoir ce genre de tueries qui, peut-être même, c'est les innocents même qui en pâtissent. Puis quand on fouille dedans, les chefs rebelles, ceux qui s'arment bien pour... ils sont protégés. Voilà, ils sont protégés, mais sauf ils ont que... les moyens. Comme l'autre l'a dit, un enseignant a été tué. Est-ce que il en a quoi comme dans... dans ce conflit, peut-être un innocent comme ça, la plupart, c'est tout ce qui se passe, c'est les innocents qui en pâtissent après. Alors, Louis Kamako, finalement, le problème n'est pas, comme les analystes soulignent cela, lié au Rwanda ou encore à d'autres pays qui peuvent tirer les ficelles. On remarque avec acuité que les communautés s'opposent entre elles également en République démocratique du Congo. Alors peut-être, c'est quoi le problème fondamental? Il y a quelque chose à régler dans ce pays également? Très belle question. Le problème fondamental, je crois que Achilaf l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut poser la question, est-ce que la RD Congo a le statut d'un État? Et ça, je ne réponds pas à l'affirmatif. La RD Congo a le statut d'un État, oui, mais le pays n'a pas le statut d'une nation aujourd'hui. Quand vous prenez un pays comme le Congo, c'est plus de 1450 ethnies. Et donc, ça veut dire que c'est difficile. Il faut peut-être faire comme le Soudan. Faire comme le Soudan, peut-être faire comme le Sénégal, où 99% des Sénégalais sont Wolof. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, quand vous avez une disparité de culture, une disparité d'ethnie, vous n'êtes pas en réalité une nation, mais plutôt vous constituez des micro-nations. Ça nous intéresse. Des micro-nations. On va marquer la petite pause. Louis Kamako, on revient pour la suite.